Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech que vous regardez à 11h en direct sur la chaîne Bismart. Vous savez, ici on s'intéresse à l'innovation, à la nouvelle société numérique. Alors on parle beaucoup des GAFAM, de leur puissance, notamment on pense aux réseaux sociaux, aux outils en ligne, aux mails. Mais qu'en est-il d'Excel? Alors jusqu'ici, j'avais plutôt dans l'idée que c'était un outil un peu vieillissant, mais pour autant qu'il n'avait pas vraiment de concurrent. Eh bien si, il y a un concurrent, il est français. Il est porté par une start-up qui s'appelle Pigment, et aujourd'hui je reçois l'une de ses cofondatrices, Éléonore Crespo, qui est en plateau déjà à mes côtés. Elle va répondre à mes questions, comment on fait pour réussir à s'imposer face à Excel. Donc ce sera le sujet de l'interview. Et puis ensuite, au cœur de cette émission, j'avais prévu de vous parler d'un sujet qui finalement sera reporté à mercredi matin. On parlera de la recherche de fugitifs, une campagne qui est lancée par Europol et qui adresse tous les internautes notamment. Alors ce sera donc pas ce matin. Là je vais vous repasser un sujet sur les podcasts. On avait abordé cette question, y a-t-il un modèle économique pour les podcasts? Donc vous pourrez le redécouvrir tout à l'heure. Et puis ensuite on reprendra le cours de notre direct avec notre rendez-vous l'alerte cyber pour prendre des news du cybercrime. On va revenir notamment sur une opération d'Interpol contre des mules. Et puis plusieurs failles ont été découvertes encore dans de nombreux modèles d'imprimantes HP. On évoquera aussi une vente massive de données de Français avec des mails, des mots de passe et même des papiers d'identité. Tout ça, ce sera donc avec notre expert Damien Bancal. On conclura Smart Tech aujourd'hui avec notre séquence Ils font demain, en reportage chez une start-up qui utilise la technologie pour transformer notre pratique du sport en un jeu vidéo. Voilà, une pratique assez ludique. Mais tout de suite, donc, c'est le moment d'attaquer notre interview avec une start-up française qui part à l'assaut d'Excel. Alors, la start-up Pigment a levé 73 millions de dollars pour son outil de planification en entreprise et je reçois sa cofondatrice. Bonjour, Éléonore Crespo, vous êtes la cofondatrice et la directrice générale de Pigment. Merci d'être en plateau avec nous. Alors, expliquez-nous ce que propose Pigment. Je l'ai présenté comme un concurrent d'Excel parce que c'est votre argument de vente. Oui, absolument. En fait, Pigment se positionne pour les moyennes et grandes entreprises pour remplacer Excel dès qu'en fait Excel commence à ne plus marcher. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans la plupart des équipes RH, commerciales, finance, on continue à utiliser Excel pour manipuler de la donnée. Le problème, c'est que dès que l'entreprise grandit, Excel ne marche plus parce que dès qu'on a trop de données, eh bien, il se trouve que Excel n'arrive pas à scaler avec l'entreprise. Parce que juste quand on pense aux nouveaux outils de travail collaboratifs, bon, on a en tête Slack ou encore Toggle, voilà des nouveaux outils qui ont émergé sur le marché. Et vous, ce que vous nous dites, c'est que sur la planification, l'utilisation de tableurs, eh bien, pour l'instant, il ne s'est encore rien passé vraiment face à Excel. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu une génération Alors même dans les d'outils. très grandes entreprises, il n'y a pas de nouveaux outils qui ont émergé? Alors, il y a eu une vague d'outils avec SAP, Oracle et d'autres compétiteurs en fait, qui sont arrivés avec des outils il y a une vingtaine d'années et puis il y a des concurrents qui ont une dizaine d'années. Mais il se trouve qu'en fait, ils n'ont jamais été pensés pour avoir un espèce d'utilisation collaborative de l'outil qui permet en fait d'avoir un outil extrêmement puissant pour manipuler des très très grosses quantités de données de la manière la plus simple possible et d'amener toutes les équipes à collaborer sur cette donnée, sur l'historique évidemment de vos données, mais aussi sur le présent et sur le futur. Donc c'est un peu restrictif si je parle d'un nouveau tableur. C'est pas juste un tableur, c'est une plateforme en fait. Tout à fait, ouais, ça va beaucoup plus loin. En fait, c'est une plateforme qui vous permet d'abord de vous connecter à tous vos outils, donc que ce soit vos outils type Salesforce, NetSuite, etc., CRM, ERP, aussi les outils RH par exemple. Et donc on amène toute cette donnée de la manière la plus simple possible dans la plateforme. Derrière, on vous permet de manipuler cette donnée en temps réel. On vous permet de la manipuler avec des graphes qui sont magnifiques, qui vous permettent en fait de regarder la donnée sous tous les aspects que vous voulez. Alors justement, j'aimerais bien que vous nous commentiez, on a deux exemples, je crois, de à quoi ressemble l'outil. Donc ce nouveau concurrent d'Excel, on va dire, mais qui permet donc de visualiser des données de manière plutôt très graphique et intuitive. Là, qu'est-ce qu'on peut faire qu'on
peut pas faire simplement avec un Excel. Tout à fait. Alors ici, par exemple, ce que vous voyez, c'est un exemple de tableau qu'on va faire où on va regarder en temps réel. Donc là, on est très connecté à tous les outils finance. Et donc ça, c'est par exemple un tableau que pourraient regarder les équipes commerciales, finance, RH, pour suivre où on en est en termes de revenus, de données financières, donc tout ce qui est monthly recurring revenue, par exemple revenus de la boîte, les nouveaux logos signés, etc. Mais comme vous voyez, sous forme par exemple de waterfall, qui sont des charts très utilisés par l'équipe financière. Ça ressemble à un tableau de bord de ce qu'on peut trouver chez Google aussi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais en fait, l'avantage de cet outil, qui n'existe nulle part ailleurs, c'est que non seulement vous allez regarder vos historiques, mais vous allez aussi pouvoir manipuler le présent et le futur. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, où en fait, sur cette donnée, on va pouvoir la modifier en temps réel, changer les chiffres en temps réel et collaborer avec plusieurs équipes en temps réel sur l'outil. Et alors, ça pourrait aussi intéresser le grand public ou c'est uniquement un outil pour les entreprises? Alors, c'est d'abord un outil pour les entreprises, hein, vraiment moyennes et grandes entreprises. Nous, c'est vraiment notre cœur de métier. Aujourd'hui, on a signé des Blablacar, des Deliveroo, des Mano pour vous donner quelques exemples, Gong aux États-Unis. Mais ce qui est rigolo, c'est que dans notre équipe, par exemple, on a quelques employés qui utilisent l'outil même pour des cas beaucoup plus, on va dire, individuels, parce qu'en fait... Parce que ça, par exemple, ici, ce qu'on voit, oui. Ça permettrait de mesurer la performance de sa recherche client ou... Tout à fait. Ça, ah ouais, de sa petite entreprise. Oui, absolument. Et ce que vous voyez sur le côté, on peut aussi manipuler des scénarios en temps réel, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que, par exemple, une petite entreprise pourrait dire « je veux voir ce qui se passe si l'année prochaine, je fais tel revenu, qu'est-ce qui m'arrive si finalement j'ai plus de coûts que prévu, qu'est-ce qui m'arrive si j'embauche quelques personnes en plus, etc. etc. » Et donc, ça vous permet de jouer avec ces données de manière très ludique et très simple. Donc, levée de fonds, je l'ai annoncé, 73 millions de dollars auprès d'investisseurs historiques plutôt de la start-up. Alors, il y a 2 ans, c'est ça? Oui, la start-up a 2 ans exactement. Alors, ce sont de nouveaux investisseurs qui sont arrivés, qui s'appellent Greenox Capital, qui sont en fait des investisseurs de la Silicon Valley, qui sont en train de nous ouvrir énormément de portes, notamment donc à San Francisco, des boîtes qui ont un besoin énorme de cet outil, parce qu'aujourd'hui, notre cœur de cible sont sur des boîtes qui sont en train de préparer une entrée en bourse ou qui sont déjà rentrées en bourse et qui ont vraiment besoin d'un outil pour grandir. Mais on regarde aussi... Uniquement des investisseurs américains? Alors, on a des investisseurs européens historiques, mais là, on a fait rentrer effectivement des investisseurs américains. D'accord, parce que donc ça suit une première levée de fonds qui s'élevait à 25,9 millions de dollars en 2020. Ça a l'air de bien se passer. C'est pas compliqué de s'attaquer comme ça en frontal à un géant comme Microsoft et puis je dirais même à un de ces outils iconiques. Tout à fait, et en fait c'est vrai qu'on relève un très gros challenge ici. On a de la chance, je pense, d'avoir mis en place une des meilleures équipes ingénieurs et business en Europe, voire au monde. En fait, mon cofondateur était le cofondateur de Criteo. Toutes les entreprises vont dire, on a pris les meilleurs. Ouais, c'est vrai. Non. Mais je pense qu'on avait vraiment, si vous voulez, la raison pour laquelle on a levé des fonds assez importants très tôt, c'est parce que pour faire ce produit, on a besoin d'avoir un outil qui, en fait, est absolument extraordinaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà capable de gagner des deals contre tout le marché. On remplace Excel dans des boîtes qui avaient des processus extrêmement complexe et on remplace Excel vraiment dans des cas extrêmement stratégiques. Donc on se place au cœur du métier de ces boîtes-là. Et par exemple, vous voyez, chez Mano, ils avaient des dizaines de spreadsheets qu'ils ont remplacés par notre outil parce que ça ne marchait plus. Ils n'arrivaient même plus à les ouvrir, pour vous dire. Donc ils étaient complètement coincés sur leur tableur. Et donc aujourd'hui... Et on peut en simplement 2 ans développer une machinerie, j'allais dire, aussi puissante que celle d'un outil qui a des dizaines d'années. Croyez-moi ou non, je vous assure qu'on a vraiment une équipe incroyable qui a justement réussi à mettre en place une première plateforme extrêmement puissante. Alors avec vous d'ailleurs à la fondation de Pigment, il y a un ancien cofondateur de Criteo. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a tous les deux de la chance parce qu'on avait un réseau assez développé pour justement recruter des ingénieurs, des designers, des product managers exceptionnels qui nous ont permis effectivement d'aller extrêmement vite pour sortir cette première plateforme. Donc on l'a rendue publique il y a 6 mois et on a déjà signé des dizaines de clients depuis.
depuis. Et alors, cette meilleure équipe du monde, là, les 100% françaises, vous les avez trouvées où, les talents? Alors, les talents, alors déjà en France, une énorme partie, parce que, comme vous le savez, on a un vivier de talents qui est juste incroyable. On a aussi ouvert un bureau à Londres, où on a une grande partie de notre équipe business. On a recruté notamment notre Head of Business et notre Head of Customer Success, qui étaient en fait des cadors chez Facebook, qui ont recruté donc une très belle équipe avec eux. Et là, on ouvre un bureau aux États-Unis en début d'année pour commencer à nous étendre de manière conséquente. Donc la levée de fonds, c'est ça, c'est le développement à l'international, l'objectif? Tout à fait, et puis aussi un développement produit encore, hein, parce que je pense qu'on n'a fait même pas 1% de ce qu'on voudrait faire sur notre produit. Donc il y a beaucoup de choses qu'on veut créer pour nos clients, et donc on veut vraiment accélérer de ce côté-là. Et puis on veut se déployer très vite en Europe et aux États-Unis. Et sur le déploiement produit, parce qu'aujourd'hui, vous avez quoi comme brique et qu'est-ce qu'il vous manque? Jusqu'où vous voulez aller? Alors, quelles sont les ambitions du petit Français? Oui, c'est une très bonne question. Donc aujourd'hui, on est capable en fait de servir n'importe quel cas de planning, c'est-à-dire qu'on est vraiment capable d'accompagner les entreprises pour faire leur plan de recrutement, leur plan de revenus, leur plan de coûts, leur plan commercial, etc. Donc ça, on a l'outil aujourd'hui qui est déjà le plus puissant du marché, le plus flexible et le plus simple à utiliser. Mais on veut continuer en fait à pousser la logique de simplicité pour que absolument n'importe qui puisse aller sur la plateforme et sache s'en servir. Donc ça, c'est un gros aspect. Un autre aspect, c'est d'être extrêmement connecté à tous vos outils de l'entreprise pour devenir vraiment la base de données business sur laquelle tout le monde se connecte et tout le monde arrive à récupérer sa donnée. Et puis après, il y a plein d'autres choses qui vont arriver, parce que vraiment l'idée dans le temps, c'est de remplacer Excel sur n'importe quel cas d'usage, et donc de devenir vraiment cette version moderne d'un outil qui a plus de 30 ans et qui n'a plus vraiment de raison d'être aujourd'hui. Parce que quand vous regardez dans n'importe quelle entreprise, c'est peut-être un des seuls outils qui n'a pas été remplacé par ce qu'on appelle un SaaS moderne aujourd'hui. Donc vous les avez rencontrés, Microsoft, pour... On les connaît très bien. Et puis ouais. mon cofondateur est un ancien de Microsoft, donc on connaît très bien. Et je pense que ça intéresse tout le monde dans ce projet. Je vais vous dire, même l'écosystème... Vous rachetez peut-être alors? Alors, nous, on préférait évidemment rester indépendant le plus longtemps possible. Et nous, on a envie de faire une boîte absolument énorme, hein, qui sert n'importe quelle entreprise du monde. Donc pour l'instant, c'est pas du tout les discussions, et je pense qu'on veut vraiment pas que ça les soit pour longtemps. Mais nous, on a tout l'écosystème derrière nous. On a plusieurs concurrents qui ont investi chez nous, parce qu'en fait, justement, ils savent on a vraiment la puissance de devenir l'outil qui va remplacer justement Excel dans vraiment toute sa splendeur. Bon, on espère que vous resterez quand même un peu français. Merci beaucoup. Ah, c'est le but, absolument. Merci à vous. Merci de nous avoir présenté vos ambitions gigantesques. Éléonore Crespo, donc cofondatrice et directrice générale de Pigment. Retenez bien ce nom, vous direz, j'en ai entendu parler dans Smartech. Alors, c'est l'heure de notre talk. On va vous passer une rediff sur le business des podcasts. Combien ça coûte, combien ça rapporte, qui écoute? Y a-t-il enfin un modèle qui a été trouvé par tous ces acteurs du podcast? Une économie, est-ce rentable? C'est voilà toutes les questions que j'ai pu aborder avec mes deux invités, Pénélope Boeuf de La Toile sur Écoute et Katia Sanero du studio Louis Média. Alors, y a-t-il enfin un modèle économique derrière les podcasts que nous adorons? On va en parler avec Katia Sanero, directrice générale associée de Louis Média, qui est un studio de production de podcasts narratifs indépendants. Il a été créé il y a 3 ans par 2 journalistes, en l'occurrence Charlotte Pudlowski et Mélissa Bounois. Avec nous également Pénélope Boeuf, podcasteuse, fondatrice du studio de narration La Toile sur Écoute. Alors, pour se faire une idée de vos productions, on va tout de suite les écouter. Un extrait. Salut les arnaqueurs, c'est Penny. Ça s'écrit plus ou moins comme un pénis, mais sans... Dans ce 11e et avant-dernier épisode de la saison 9 de l'arnaque sur le thème de mes dates foirées, je vais vous spoiler direct et je vais vous dire que j'ai foiré une date à cause d'un challenge que j'avais lancé. Et c'était il y a 2 semaines, je me baladais au jardin du Luxembourg parce que j'avais pas envie de travailler et je savais pas quoi faire d'autre. Alors j'ai fait demi-tour pour rentrer chez moi et là, comme si ça tombait du ciel, un type, il s'est approché, comme dans les films, et il m'a dit « Est-ce que je peux vous proposer d'aller boire un verre ?» Vous avez une chance incroyable parce que moi j'ai écouté quelques épisodes de l'arnaque. Ouais. Où vous faites de très belles rencontres régulièrement. Oui, je force un peu la rencontre, je crée l'opportunité pour qu'il m'arrive un peu des choses extraordinaires. Bon, alors on est là pour parler du business derrière vos podcasts. On va commencer ensemble, Katia Sanero. J'imagine que vous avez des chiffres déjà à nous communiquer. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui le podcast en France? Alors, en termes d'écoute, d'abonnés?
Alors, le podcast aujourd'hui, déjà on distingue deux types de podcasts. Le podcast de replay, qui est plutôt un replay d'émissions de radio. Pour les médias. Le podcast, voilà, narratif. C'est ce qu'on fait nous aujourd'hui. Ce sont des émissions qui sont vraiment créées sur mesure pour cette écoute audio digitale. C'est un marché en plein essor. Nous, chez Louis Média, en fonction des mois, on enregistre jusqu'à 900 000 écoutes, près d'1 million. Mais surtout, la spécificité du podcast natif, c'est cet engagement qu'on ne retrouve pas sur le reste des médias aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, sur certaines de nos émissions, comme Passage, Émotion, le Book Club, on a des taux d'écoute supérieurs à 80-90%. Et on reçoit à chaque émission des témoignages, des messages. Véritablement, il y a un engagement des auditeurs, peut-être parce qu'ils écoutent directement au creux de l'oreille ou en tout cas dans une relation très personnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un média, c'est vraiment le Comment sont mesurées les écoutes? Parce que pour un média, on a médiamétrie. Pour vous, comment ça se passe sur les podcasts natifs? Médiamétrie existe. Nous, on est très nombreux à avoir rejoint l'ACPM, également Pénélope. L'ACPM aujourd'hui certifie l'ensemble de nos écoutes, l'ensemble de nos émissions, et on a chaque mois un barème par Donc ça commence studio. à structurer. Exactement. On peut plus mentir facilement sur ses audiences. Et non. Alors, est-ce qu'on a vu les chiffres baisser à cette occasion? Alors les chiffres varient forcément en fonction des mois, puisque chaque mois, une émission n'a pas le même nombre d'épisodes. Également, il y a une logique de volumétrie. Plus on a un grand nombre de petits épisodes, plus on va avoir un nombre d'écoutes important. Nous, on fait beaucoup d'épisodes très longs, supérieurs parfois à 30-40 minutes, puisqu'on fait du narratif. Donc voilà, on n'est pas, nous, dans une course à la performance, parce qu'on fait vraiment des podcasts qu'on souhaite les plus qualitatifs et les plus exigeants possibles. Mais en tout cas, ça permet de mesurer le marché avec une pluralité d'acteurs qui sont représentés. Alors, Pénélope Boeuf, parlez-nous, vous, de vos audiences, vos fidèles, vos abonnés. Alors moi, donc, j'ai lancé mon studio en fin 2018. Aujourd'hui, j'ai 8 chaînes de podcasts. J'en sors 5 nouvelles là dans les prochaines semaines. J'ai cumulé plus de 5 millions d'écoutes. Moi, j'ai été jusqu'à il y a une semaine seule. On va être 5, une équipe de 5 à la rentrée. D'accord. C'est en train de se structurer aussi au sein de mes. Alors, de mon 5, ça studio. veut dire 5 des salariés? Vous montez votre structure? Vous allez être la patronne? Moi, je suis déjà ma patronne. Bien sûr. Et Mais la j'ai- patronne des 4 autres? Et la patronne des 4 autres, ouais, j'ai un CDI et 3 alternants. 2 Ok. alternants et un stagiaire. D'accord. Donc ça veut dire qu'au-delà, parce que vous parlez de production de qualité, au-delà des coûts de production, il y a aussi des coûts d'une entreprise classique. D'où ma question, est-ce que derrière, il y a un business model qui permet de financer ces podcasts? Ou une rentabilité, ça doit être Ça peut être ça la question. Ou plusieurs business models, oui. Alors, je dirais qu'il y a une pluralité aujourd'hui du modèle. Il est en train véritablement de s'établir et on est dans des années assez cruciales pour le podcast natif, puisqu'on est dans des années où on a de plus en plus d'auditeurs, mais on a aussi besoin, par rapport à nos partenaires, plateformes, marques, de structurer l'ensemble des relations. Sur nos podcasts sous la marque Louis Média, aujourd'hui on en produit 9, on a un modèle publicitaire qu'on appelle le sponsoring, puisqu'à la différence des autres publicités, c'est un message qu'on écrit véritablement sur mesure pour chaque partenaire qui va vouloir soutenir le programme. Donc il est dans la voie de Louis Média et il a une vraie logique d'endorsement. Et ça nous permet de garder sur le marché du podcast une publicité qui est ultra qualitative. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on partage avec Parce qu'il l'ensemble faut des qu'elle soit acteurs. tolérée, cette publicité. Et ne pas rompre ce contrat en fait de confiance qu'il y a entre l'auditeur et le producteur et le podcasteur qui va parler, puisqu'on parlait de cet engagement qui est très précieux. Je pense que c'est notre rôle avant tout de maintenir cette confiance et cette promesse. Alors, j'ai regardé sur votre chaîne, on peut évidemment s'abonner, mais on peut aussi passer par un mode gratuit avec publicité. Vous avez la même démarche par rapport aux annonceurs? Alors moi, toutes mes chaînes sont gratuites. Oui, avec Apple, j'ai mis en place un abonnement payant. C'est ça. Je voulais- Parce que c'est une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée là cet été. Exactement. Je voulais tester le modèle. Alors moi, tous mes contenus restent gratuits, mais sans publicité. C'est payant. Je crois que je l'ai mis à 1,49 €, quelque chose C'est comme ça. ouais. Ça fait 3 mois à peu près, 3 mois que c'est lancé. Écoutez, j'ai un abonné.
Ok, super. Je me félicite, il n'y a pas de petite victoire. Non, c'est un modèle auquel je crois, mais pas sous cette forme-là, dans le sens où aujourd'hui, Apple propose de payer pour chaque podcast ou chaque groupe de podcasts, donc Louis Média ou La Toile sur Écoute ou d'autres. Mais sauf que je trouve que ça fait beaucoup pour un auditeur de payer 2 euros, 2 euros, 2 euros, 2 euros. Pourquoi ne pas faire payer plutôt 2 euros pour tous les podcasts d'Apple, ce que fait d'autres plateformes comme Spotify ou Deezer. Ça posera la question du reversement aussi. Parce que, bon, on en parle beaucoup dans la musique, de la question de rémunération des artistes, mais finalement, vous avez la même problématique. C'est les mêmes plateformes qui vous diffusent et qui captent une partie des revenus. Oui, et c'est la vraie question. Moi, c'est la question que je me pose, c'est pourquoi aujourd'hui est-ce que ces plateformes-là nous rémunèrent pas? Parce que moi, j'estime qu'un podcasteur, c'est un journaliste, un dénicheur, un défricheur, quelqu'un qui écrit, c'est une voix, c'est un artiste. Ouais. Et donc, finalement, on est exactement, on a la même fibre artistique qu'un chanteur ou autre. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas rémunéré? Pourquoi est-ce qu'on doit faire payer l'auditeur plutôt que rémunérer l'artiste? Il n'y a pas d'aide à la création non plus pour les podcasteurs. Exactement. À l'heure actuelle, le podcast, qui est à la fois un média, puisqu'il transmet une information, nous on fait beaucoup de documentaires journalistiques par exemple, mais c'est aussi finalement un objet créatif qui peut s'apparenter au marché de l'audiovisuel. On est vraiment un média hybride, je dirais, entre les deux, vraiment nouvelle génération. Il est reconnu nulle part, il n'existe pas encore. Donc on ne bénéficie à l'heure actuelle ni des aides à la création côté média, ni des aides à la création que peuvent avoir des studios de production audiovisuelle. Il y a quand même des droits d'auteur, non, j'imagine? Vous participez... Alors nous, en tant que producteurs, on respecte évidemment le droit d'auteur. Oui. On a signé récemment, en début d'année, avec la SCAM, qui redistribue le droit d'auteur sur la distribution des podcasts. On travaille également avec la SACEM, avec la SACD. C'est évidemment parmi nos priorités de continuer à structurer ce marché. Mais voilà, on a encore des chantiers à faire. On a parlé des plateformes, on a parlé des différentes aides qui pourraient aider la création et surtout la création de podcasts français originaux dans l'ADN culturel française. Parce qu'avoir de la traduction de podcasts américains, ça peut être facile, mais pour faire ce que fait Pénélope ou ce qu'on fait nous ou ce que font d'autres, il faut nous aider. C'est derrière, on a des journalistes, derrière, on a des auteurs. Et aujourd'hui, on a de la publicité, on travaille avec des marques pour développer leurs propres podcasts, pour essayer de financer tout ça. C'est un modèle qui se cherche encore, mais qui a de beaux jours devant lui. Parce que je pense qu'on se rend pas Comment vous vous en sortez financièrement? Financièrement, écoutez, je m'en sors plutôt pas mal. Parce que en modèle de revenu, il y a en effet ce sponsoring dont Katia parlait. Il y a aussi donc, les podcasts de Donc, marque. sponsoring, c'est ce qu'on appelle la publicité traditionnelle, finalement? La publicité personnalisée pour la marque, où vous targetez une cible bien particulière, etc. Que vous intégrez dans vos épisodes ou vous début. parlez vraiment de production en marque blanche? Alors, c'est deux différentes. Il y a les sponsoring qui sont des spots audio qu'on insère en début et ou en fin d'épisode, D'accord, ok. et qui sont des spots personnalisés. Vous pouvez faire aussi du placement de produits, ça on a encore très peu à le faire. C'est-à-dire qu'au sein de l'épisode, vous parlez insidieusement, entre guillemets, d'un produit. Comme sur YouTube, mais il faut le déclarer en fait, c'est ça? Faut le déclarer, oui. En tout cas, les règles... Ah bah oui, tout comme les influenceurs qui aujourd'hui doivent dire partenariat rémunéré, donc voilà. Ensuite, il y a les podcasts de marque, donc c'est en effet en marque blanche, qui aujourd'hui, moi, c'est clairement ce qui me finance. Ensuite, vous pouvez vendre en exclusivité des programmes à des plateformes, à Apple, à Spotify, à Deezer, en exclusivité. Et ça, ils sont demandeurs? Ah oui, ils ont besoin de contenus originaux. Ouais. Après, moi, je fais de la formation au podcast, à des agences ou à des entreprises pour faire des team building. Et après, moi, je recommande vivement de se diversifier. Ouais, il faut être super actif. Vous avez aussi une newsletter, vous êtes très très assidu sur Instagram. Oui, alors c'est Instagram. En fait, tous les réseaux sociaux, il faut se diversifier. Je pense que plus on se diversifie, plus on touche aussi une autre cible, qu'on les fait venir sur nos podcasts. Et c'est comme ça qu'on va réussir à trouver en fait plusieurs modèles. Aujourd'hui, les grands puissants sur les podcasts, finalement, ceux qui s'en sortent le mieux, est-ce que ce sont les studios de production narratifs comme Louis Média ou les médias traditionnels, justement, qui, finalement, eux, sont sur le podcast depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans, et qui s'en servent comme leur replay?
Alors, je dirais qu'eux, ils ont une chance, c'est que finalement, ils peuvent développer du podcast et ces coûts sont absorbés dans leur masse salariale, dans leurs coûts. Ils peuvent prendre des risques sur des nouveaux programmes, mais je dirais que c'est plus facile pour eux. Et d'ailleurs, c'est un peu étonnant qu'ils ne soient pas plus nombreux à l'heure actuelle. Surtout quand on voit que l'audience des podcasts natifs, elle est plus jeune, elle est plus CSP+. Dans notre cas, elle est très féminine, mais voilà, en tout cas, elle est vraiment précieuse. C'est l'avenir des médias, selon nous. Donc, c'est étonnant qu'ils ne soient pas plus nombreux, donc je dirais que ça a laissé une place pour des nouveaux médias indépendants dont on fait partie, qui ont envie de donner aussi la parole à des nouvelles voix qu'on ne retrouve pas sur les médias ou les grandes radios traditionnelles. Donc on essaye d'être dans cette diversité-là. C'est aussi pour ça, je pense que les studios sont assez dynamiques. En tout cas, ils sont portés aujourd'hui par des nouvelles générations qui ont envie d'apporter quelque chose de différent, de nouveau et qualitatif. Alors, Pénélope Boeuf parlait de l'importance de se diversifier. Moi, j'ai noté que vous passiez à l'adaptation en livre, en fait, de certaines émissions. C'est-à-dire, vous revenez aux médias papier après le podcast. Alors on croit beaucoup au papier, c'est pas parce qu'on fait du digital ou de l'audio, mais c'est très complémentaire comme approche le livre et finalement le podcast, puisque quand on va dans une librairie, on choisit un ouvrage, on regarde la 4e de couverture, on le prend, on ouvre parfois la première page, et un podcast c'est assez similaire. On va sur une plateforme, on regarde les illustrations, la couverture, on regarde parfois le descriptif, et puis on lance. Il y a une démarche qui est très active. Et donc nous, on a remarqué que nos auditeurs étaient très consommateurs de produits culturels. Donc naturellement, on a été approché par des maisons d'édition. On a choisi de développer, cette année on lance 3 ouvrages. On a lancé au printemps un premier ouvrage issu du podcast Émotion qui vient vraiment compléter cette œuvre. Donc elle est enrichie d'illustrations, d'encadrés. Elle est coéditée avec les éditions des Arènes. Et on a 2 nouveaux lancements sur ce second semestre, notamment autour du podcast Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski, qui est un des grands succès de l'année dernière, qui sera publié fin septembre chez Grasset. Et puis un ouvrage un peu différent qui sortira mi-octobre, décliné du podcast Le Book Club, mais qui est différent. L'objectif visé, c'est quoi? C'est d'accroître la notoriété finalement de la marque Louis Média ou de la marque de chaque chaîne de podcast, ou c'est vraiment un business model avec des revenus? Parce que l'édition, c'est pas non plus ce qu'on a trouvé de plus rémunérateur. Alors, il y a une multitude de diversifications possibles. L'édition en est une. On travaille aussi sur des événements, sur des adaptations audiovisuelles. Je dirais que pour nous, on vise que chaque programme qu'on sort, qu'on voit comme une œuvre à part entière, trouve un équilibre nécessaire à son développement pour l'avenir. Donc évidemment, certains programmes vont avoir plus ou moins de publicité. D'autres vont trouver leur modèle dans des événements via un modèle peut-être de podcast payant, ou alors via des collections d'ouvrages, voire peut-être demain être adapté sur une plateforme comme Netflix ou Amazon. Mais je crois surtout aussi que les studios dont on fait partie sont en fait des médias. Donc à partir du moment où on est un média, on se diversifie sur tous les supports. C'est aussi la raison pour laquelle on se diversifie en print. Et cette arrivée de l'abonnement payant, vous avez dit là pour l'instant, c'est vrai que c'est récent, hein, c'est mi-juin en France. Vous pensez que ça, c'est une voie qui pourrait donner un petit peu de viabilité au modèle ? Nous, on croit beaucoup à la capacité des auditeurs à financer un podcast de qualité et un podcast unique. Donc, on est également allé tester chez Apple Podcast. On a fait le choix d'arriver avec un podcast nouveau qui est une exclusivité pour Apple Podcast, qui s'appelle En écriture. Qui donne en fait des astuces pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. Exactement, c'est véritablement des masterclass par les plus grands auteurs, scénaristes de Woodkid à Fanny Herrero, donc vraiment un contenu très qualitatif, assez unique. C'est présenté par Agathe Le Taillandier. Et l'idée de ce podcast-là, c'est que finalement, on sait que c'est pas un podcast grand public. L'écriture, ça peut toucher tout le monde, mais alors on a vu que pendant le confinement, oui, ça s'était quand même pas mal développé. Donc c'est une piste pour vous, mais pour l'instant, ça reste une piste à explorer. Bon, c'est encore un peu tôt pour dire si ça peut fonctionner. Pénélope, vous avez aussi publié un livre. Oui. De quels outils a-t-on besoin pour concevoir et mettre en ligne, en fait, si on se lance dans le podcast? Oui, créer son podcast pour les nuls aux éditions First. Oui, alors on a besoin de combien déjà pour démarrer?
Cette question, elle est Par compliquée l'argent, parce que oui, non, mais je comprends. Ça dépend. On veut faire quoi comme podcast? Est-ce qu'on veut faire un petit podcast dans sa chambre? Est-ce qu'on veut faire un podcast quali avec du sound design? Je peux pas. En fait, on peut commencer avec zéro, comme tout. On peut commencer. Moi, je pense qu'on peut commencer simplement. tout ce qu'on veut avec zéro. Et après, on monte en grade en fonction de la qualité qu'on veut donner au podcast. Mais clairement, on peut. J'ai pas du tout envie de dire ça haut et fort ici, mais on peut commencer avec son dictaphone de téléphone. Je sais, c'est une hérésie de dire un truc pareil, mais en fait, si ça peut nous aider à développer un podcast et soi-même, je pense qu'on va se dire après, c'est pas quali, je vais investir quelques centaines d'euros dans un micro et dans un enregistreur. Et tiens, je vais peut-être payer un ingé son parce que c'est pas mon métier. Et l'étape d'après, vous allez voir par exemple un studio. Exactement. Trouver un producteur. Est-ce que tu peux m'aider à me produire ou à me super diffuser ou voilà. Donc, si on veut commencer à se lancer dans un podcast, on peut. Faisons-le avec nos propres moyens et puis on va naturellement monter en grade. Bon, merci beaucoup à toutes les deux pour vos éclairages sur ce modèle économique qui commence à prendre forme. On parle de structuration finalement du marché des podcasts en ce moment. Merci Katia Sanero de Louis Média et Pénélope Boeuf de La Toile sur Écoute. Et voilà, c'était la rediffusion de notre sujet sur le business model des podcasts. On reprend le cours de Smartech en direct juste après la pause. On va surtout prendre des nouvelles du cybercrime. Et vous voilà de retour sur le plateau de Smartech. Nous sommes en direct dès 11h chaque matin sur la chaîne Bismart. C'est l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique. Dans cette deuxième partie de l'émission, les lundis, on part à la découverte de ceux qui font demain. En l'occurrence, on ira voir une start-up qui propose une solution pour nous faire pratiquer du sport en jouant aux jeux vidéo. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous avec l'Alerte Cyber et Damien Bancal, qui est cyber-chercheur, fondateur de Zataz.com. Il est connecté avec nous, enfin je l'espère. Bonjour Damien. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va revenir sur plusieurs affaires du monde du cybercrime. Tout d'abord, on va commencer avec cette opération d'Interpol contre des mules. On va peut-être expliquer ce que sont les mules. Oui, tout à fait. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, on ne parle pas de l'animal. Interpol a, depuis maintenant 3 mois, agi contre ces mules. Alors, qu'est-ce qu'une mule? Dans le monde du cybercrime, on a pour mission, chez les pirates informatiques, bien sûr, vous l'aurez compris, on en parle souvent de voler des informations, des données bancaires, et donc en extraire de l'argent. Et pour ça, une fois qu'ils ont cet argent numérique dans les mains, il faut trouver le moyen de le transformer en monnaie sonnante et trébuchante, et surtout le blanchir. Et là, ils font appel à des mules. Donc ce sont des hommes et des femmes qui sont amenés à transporter cet argent, soit de manière virtuelle ou physique. Et ce qui est intéressant, et ça c'est ce que dit Interpol, avec son opération EMA 7, c'est que certaines de ces mules n'étaient même pas au courant qu'en face d'elles, les malveillants, les escrocs, les pirates, n'étaient pas cette entreprise qui leur promettait monts et merveilles en leur faisant signer des contrats. Et donc ces gens recevaient de l'argent, par exemple sur leur compte en banque, sans se poser la question de se dire mais d'où viennent ces milliers de dollars? Voilà, ils se sont servis de ces gens comme des mules. Sauf que, et le rappel Interpol, ils ont fait une énorme communication sur le sujet. Ils ont créé des hashtags, ils ont même créé des vidéos. Ils ont rappelé qu'il faut se renseigner avant de signer un contrat qui vous promet monts et merveilles, parce que dans tous les cas, vous êtes dans l'illégalité. Et que s'est-il passé là? Fin novembre, c'était la clôture, entre guillemets, de cette opération EMA 7. Alors je vous les ai inscrits tellement les chiffres sont fous furieux. C'est 18 351 mules qui ont été identifiées. Ça veut dire que plus de 18 000 personnes de par le monde, dans 26 pays exactement, pour cette opération, plus de 18 000 personnes ont fait transiter de l'argent et certaines ne le savaient même pas que c'était totalement illégal. Alors Interpol a arrêté aussi 324 recruteurs, 1800 personnes ont été arrêtées, mais là c'est dans les escrocs et les pirates. Bref, c'est complètement fou. Il faut se dire qu'Interpol et ses 26 pays, donc avec leurs autorités adéquats, c'était 2503 enquêtes et a été récupéré plus de 67 millions d'euros d'argent qui avait été détourné. Bon, on aime bien quand même quand il y a des campagnes efficaces contre le cybercrime, mais c'est vrai qu'il faut rappeler que tout le monde doit être vigilant parce qu'on peut être une mule sans le savoir, mais on sera quand même responsable. Alors, autre affaire, plusieurs failles découvertes qui touchent un nombre important de modèles d'imprimantes HP.
Oui, alors c'est la société de cybersécurité finlandaise F-Secure, le temps que je les retrouve, pardon, qui a découvert et qui a annoncé là il y a quelques jours 150 imprimantes de modèles différents, alors des multifonctions de chez HP qui étaient faillibles à plusieurs failles. Alors les failles, les exploits, on sait que ça existe, qu'il en existera toujours. Hein, la sécurité à 100% en informatique, ça n'existe pas. Eh bien, là, ce qui est intéressant surtout, c'est que l'attaque informatique par un pirate pourrait et aurait pu venir de l'intérieur. Et là, c'est un petit rappel qui n'est pas négligeable, c'est que si ça se corrige et assez rapidement, ça montre aussi que le mal peut venir de l'intérieur. Parce que là, les pirates informatiques, pour pouvoir accéder à l'intégralité du serveur et en tout cas des systèmes informatiques de l'entreprise, ils devaient avoir la main sur l'imprimante. Alors, c'est pas donné à n'importe qui. Oui, mais ça permet de rappeler que même le matériel qu'on a dans son bureau, hein, la petite imprimante qu'on se dit tranquille dans son coin, et il faut aussi les mettre à jour parce qu'on n'est pas à l'abri de malveillants extérieurs venant dans votre entreprise. Alors, on a beaucoup parlé à un moment, par exemple, d'un stagiaire école qui n'en est pas un. Voilà, il faut faire très attention parce que le mal peut aussi venir de l'intérieur et ça serait dommage, par exemple, par une petite clé USB trouvée un jour par terre sans faire trop attention et on la place dans sa machine et patatras. Oui, et le mal donc, peut venir d'une imprimante. Moi, c'est ça surtout qui m'a étonnée. Alors, on va enchaîner avec une nouvelle mauvaise nouvelle, hein, des ventes massives de données des Français. Oui, alors vous connaissez mon appointance à mettre mon nez un petit peu n'importe où. Et là, dans l'une de mes veilles avec mon service veille, eh bien, j'ai découvert il y a 10 jours eh bien, plusieurs diffusions et ventes de données appartenant à des Français et des Françaises. Alors, dans ces ventes diverses et variées, celles qui m'ont le plus marqué a été d'abord cette vente de plus de 7000 passeports de Français, passeports et pièces d'identité. Le pirate informatique en vendait beaucoup d'autres. Hein. Mais là, pour les Français, il avait fait son petit paquet, il avait fait son petit tri. Alors, il fallait compter aux alentours de $3000 pour un ensemble loin d'être négligeable. Hein. Alors, on a pu gratter un petit peu avec mon service veille, on s'est rendu compte que ces informations venaient de plusieurs hôtels du côté d'hôtels de luxe de la zone dominicaine, donc très certainement des malveillants en interne qui, après avoir fait des photocopies ou prises de photos avec leur appareil, eh bien, le revendent dans ces marchés noirs qu'on peut surveiller. L'autre vente complètement folle, et là, moi, je suis toujours étonné par ces malveillances et ces possibilités de fournir des quantités astronomiques de données. Et bien là, c'est 67 millions, accrochez-vous bien, hein, 67 millions d'adresses mail uniques de Français avec un mot de passe à côté. Alors, à quoi correspond-il? On ne sait pas trop, mais en tout cas, il correspond à l'adresse mail qui est diffusée. Et ça, c'est vendu aux alentours de $200, les 67 millions de Français. Alors, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on sait qu'on est dans la période de Noël, donc ça sera très certainement utilisé à des fins de phishing, de filoutage, d'hameçonnage. Mais dans quelques mois, il y a aussi les élections présidentielles en France et ça pourrait potentiellement aussi être utilisé à des fins de fake news, de diffusion malveillante de différentes informations. D'autant plus que le mot de passe qui est attenant à cette adresse mail, peut-être qu'il permet d'accéder aux boîtes mail, par exemple. Donc par pitié, changez vos mots de passe. Ça fait un week-end sympathique. De toute façon, il fait froid. Oui, surtout quand on a 4-5 boîtes mail, comme moi par exemple, ça prend un petit peu de temps. On termine avec une question. Justement, vous parliez des rançongiciels. Est-ce que ces ransomware, finalement, n'ont pas gagné la guerre cyber, Damien? Moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. Hein. S'il fallait vraiment retenir un point important de cette année 2021, eh bien, les ransomware, qu'on le veuille ou non, ont été tout le temps derrière notre dos, sous notre fauteuil, au-dessus de nos têtes, comme une épée de Damoclès. Si, pour moi, malheureusement, les ransomware, cette année, ont gagné cette cyberguerre. Alors, les autorités ont agi fortement. Il y a eu énormément d'arrestations, que ce soit en Ukraine ou un peu partout dans le monde. On a vu des grands groupes disparaître, comme Netwalker et Guegor et compagnie. Sauf que, eh bien, c'est plus d'une trentaine de nouveaux groupes qui sont encore une fois apparus, avec des victimes loin d'être négligeables, que ce soit en France ou partout dans le monde. Et ça sera mon petit chiffre de fin d'année. Pardon pour ceux qui ne souhaitaient pas l'entendre, mais il va falloir, je pense, un jour ou l'autre l'écouter. Rien qu'à mon petit niveau, au mois de novembre, j'ai 300 sociétés. Je ne dis pas 10, je ne dis pas 20, non, 300 de sociétés qui m'ont contacté en me disant, voilà, nous, on va payer, est-ce que vous nous conseillez, comment conseillez-vous d'agir avec les pirates informatiques? Je vais être très honnête avec vous, moi, la réponse est, on ne paye pas. Mais si 300 sociétés sont venues me voir en m'appelant, en m'envoyant un mail en me disant, on veut payer, il y en a combien qui sont en train de payer au moment où on se parle?
Évidemment. Et pour l'instant, cette information n'est pas publique. C'est peut-être là aussi où il faut avancer. Merci beaucoup, Damien Banca. Je rappelle que vous êtes cyberchercheur fondateur du site zataz.com. Merci pour vos alertes cyber, Damien. À suivre dans Smart Tech, on va s'intéresser à ceux qui font par exemple du sport en jouant aux jeux vidéo. Smartech est donc allé à la rencontre d'une start-up qui propose de nous faire pratiquer l'activité physique en jouant à un jeu vidéo. Alors d'abord, on précise qu'il n'y a pas besoin d'avoir un équipement spécifique de sportif, ni d'haltères, ni de tapis de course. C'est une solution qui se trouve plutôt au croisement entre l'application et le jeu vidéo, donc pas besoin d'autres accessoires. Tout ce dont vous avez besoin, c'est donc d'un smartphone, d'un ordinateur, mais la techno qui nous a interpellés, c'est le recours à une intelligence artificielle qui est utilisée pour analyser l'image enregistrée par les caméras de nos téléphones. Nos journalistes Cécilia Sévry et Cossé Labouèche sont allés tester pour vous cette solution à la sueur de leur front. Squatter sous les objets. Donc là, on court. Et on je l'ai raté. Le point de départ de notre solution, c'est la Covid, puisque tout le monde était chez soi et on s'est dit on va proposer une solution où les gens vont pouvoir être connectés, jouer ensemble et en même temps faire du sport, donc amener le côté social du sport à la maison et de jouer et de s'amuser ensemble. Et on s'est vraiment rendu compte en plus que, outre la Covid, c'est quelque chose que les gens recherchent, parce que les jeux en ligne, massivement multijoueurs, etc., ça cartonne. Et on s'est dit on va utiliser les codes du jeu vidéo pour amener les gens, pour embarquer les gens à faire du sport, que ce soit la première fois ou que ce soit de manière récurrente. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? À quoi ça ressemble? C'est très simple, donc c'est des jeux vidéo sportifs et on va utiliser le téléphone qui va récupérer nos mouvements. Donc on va faire des mouvements devant la caméra de son téléphone et ça va être retransmis sur l'écran de l'ordinateur. C'est notre petit avatar qui va faire exactement nos mouvements. Donc concrètement, on n'a besoin de rien d'autre. On n'a besoin que de son téléphone et de son ordinateur, pas besoin d'accessoires sur soi ou d'accessoires dédiés. On télécharge une application sur son ordinateur. La première fois, on va scanner le code QR avec son téléphone pour télécharger l'application Sporty Tracker. Et ensuite, on a juste à synchroniser les deux pour pouvoir jouer. Concrètement, c'est la caméra qui fait toute la technologie. Qui capte mon mouvement et qui va le retransmettre sur l'ordinateur. Ok. Donc là, c'est très simple, on va courir sur place pour avancer et on va squatter pour passer sous les objets. Ok, très bien. À vos marques, prêts et on y va. Et on squatte et on passe sous les objets. Voilà. Voilà. Et après, il faut tenir le squat parce qu'après, il peut y avoir plusieurs objets. Squatter, hop. Voilà. Et on tient le squat. On s'en est pas rendu compte, on était en train de jouer. Derrière, en fait, le body tracking, la récupération du mouvement, il y a un réseau de neurones, c'est de l'intelligence artificielle qui va justement capter le mouvement, le bon mouvement et le donner en temps réel dans le jeu. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler des métaverses. Demain, il y en aura plusieurs. Et nous, on sera une solution de métaverse avec le Sportiverse, où on pourra s'amuser ensemble, échanger et faire des jeux sportifs, plus ou moins sportifs, en tout cas une mise en mouvement pour nous accompagner dans une pratique quotidienne. Pour nous, la tech est vraiment un complément de toutes les propositions et de ce qui se passe à l'extérieur et des connexions réelles dans le monde physique. Un nouveau mot chez les marketeurs avec le Sportiverse. Bon, à suivre dans Smart Tech évidemment. Voilà, c'était votre émission sur l'innovation. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions et on aura aussi un grand shopping de Noël demain. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.